Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Loge. À la une ce mois. Ce mois, nous allons revenir sur la transparence des contrats. La branche Afrique centrale et Madagascar de l'ONG Publish What You Pay a produit un rapport relativement à cette question. Eric Bizi, le coordonnateur de cette branche, a accepté de partager avec nous le contenu de ce document. Et vous le savez, avec lui, on apprendra que la justice sociale et la justice fiscale commence à partir du moment où on maîtrise mieux le contenu des contrats, notamment dans le secteur extractif. La deuxième actualité de ce podcast d'octobre nous parle de la campagne qui demande aux gros pollueurs de payer pour les conséquences des changements climatiques qu'on subit aujourd'hui. Nous avons pu obtenir les avis de Younoussa Abosouka. Il est le directeur des plaidoyers pour le Centre africain de plaidoyer, une ONG basée à Yaoundé au Cameroun et qui a participé à cette grande campagne. Et enfin, nous allons revenir sur ce rapport de la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement qui nous apprend que les flux financiers illicites ont coûté à l'Afrique 89 milliards de dollars en moyenne chaque année entre 2013 et 2015. Komitsou est économiste originaire du Togo. Il travaille pour la Commission des Nations Unies, la CNUSED, qui a produit le rapport. Il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Je rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur la page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin, mais aussi sur notre page de YouTube www.impotsetjusticesociale.com, mais aussi vous pouvez aller sur la page de podcast www.taxcast.net en cliquant sur l'onglet français. Vous allez retrouver les récents épisodes. Enfin, vous pouvez toujours aller sur Stitcher et écouter le podcast sur cette plateforme-là. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Twitter, hashtag Impôts Social, ou encore notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale. Enfin, vous pouvez nous écrire à notre adresse email impôts avec s-8 social @outlook.fr. Voilà pour les titres. À tout à l'heure pour les détails. Madame, Monsieur, bonjour. Je le disais en titre, la branche Afrique centrale et Madagascar de l'ONG Publish What You Pay a produit un rapport sur la transparence des contrats, notamment miniers, en Afrique centrale. Et comme vous le savez, la transparence dans ce domaine est le point de départ le plus important du plaidoyer pour une meilleure justice fiscale et une meilleure justice sociale. Eric Bizi est le coordonnateur de cette branche Publish What You Pay Afrique centrale et Madagascar. Il a accepté de partager avec nous le contenu de ce rapport. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui à ce propos. Eric Bizi, tu es le coordonnateur Afrique centrale et Madagascar de la coalition Publish What You Pay, publiez ce que vous payez. Vous faites un excellent travail sur le terrain de la transparence dans les flux de ressources, notamment en ce qui concerne le secteur minier et d'autres ressources naturelles en Afrique. Et là, vous êtes en train de boucler pratiquement cette étude qui va sortir au cours de ce mois d'octobre, qui parle de la transparence dans les contrats miniers en zone CEMAC, ou tout au moins en Afrique centrale. C'est un très gros problème. On ne sait pas ce que les États ont décidé avec leurs partenaires en termes d'exploitation de ressources pétrolières, minières. Déjà, quelle a été l'opportunité de mener une telle étude ? Alors, je te remercie, Idriss. C'est vrai que nous avons pour principal champ d'intérêt la question extractive. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes intéressés à la question de transparence des contrats. Alors, l'opportunité naît du fait que nous avons constaté que depuis déjà le début des années 2000, beaucoup de pays de la sous-région Afrique centrale
ont adhéré volontairement à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, et qui, dans sa norme, dans ses différentes normes, parce qu'il faut comprendre qu'un processus évolutif, a à chaque fois instruit, encouragé les États à être un peu plus transparents en termes de gestion des revenus, mais surtout en termes de publication des contrats. Et j'en veux pour preuve la dernière conférence mondiale ITIE qui s'est tenue en 2019 à Paris a accouché de l'introduction de la nouvelle norme ITIE de l'exigence 2.4 relative à la transparence des contrats qui encourage tous les États membres de l'ITIE à divulguer systématiquement les contrats qui seront signés à compter, et là la précision en vaut la peine, à compter du 1er janvier 2021. C'est dire que cette exigence n'est pas rétroactive, mais elle est applicable à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er janvier 2021, à la lecture de la norme ITIE 2019, qui est introduit en son exigence 2.4, le fait que les États sont encouragés à publier les contrats, il était intéressant pour nous de savoir où est-ce que les États se situent actuellement, en ce moment, en matière de transparence des contrats. Je tiens à préciser que lorsque nous parlons de contrats ici, nous ne nous limitons pas seulement à ce texte-là qui engage l'État et l'investisseur, mais nous regardons également les éléments, les annexes au contrat, les cahiers de charges, les rapports d'études d'impact environnementaux et sociaux, et j'en passe. Alors Eric, quand tu parles de transparence dans les contrats, quand tu parles de transparence de contrats, ça nous rappelle des activités que nous menons à Tax Justice Network. Par contrat, on entend les bénéficiaires réels, au-delà des populations et des communautés qui habitent sur le sol où il y a les ressources. Par transparence, on parle du secret, de la pratique du secret. À Tax Justice Network, nous avons travaillé sur le Financial Secrecy Index et même sur l'indice des paradis fiscaux, qui sont ces juridictions opaques où vont se nicher la plupart des sociétés minières ou alors des contreparties en termes de sous-traitance et qui permettent la fuite des capitaux en Afrique. Et ça nous intéresse. Quels sont les premiers résultats que cette étude a révélés? Alors, avant de répondre à ta question, Idriss, je suis tenté d'abord de relever que l'Afrique centrale a tout récemment adopté un code portant transparence et bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Et donc, ce code-là s'applique à tous les États de la sous-région et il y est clairement indiqué que les contrats doivent faire l'objet de publication. Donc, si avant on parlait d'opacité, si l'opacité était la norme, aujourd'hui la norme est la transparence. Mais est-ce qu'elle est effective finalement? Ils ont adopté un texte, mais est-ce que finalement, combien de temps ont publié leurs normes dans ces pays d'Afrique centrale? C'est une très excellente question parce que là on entre en plein dans les résultats de notre étude. Alors, je convoquais tantôt ce code CEMAC et je ne vous apprendrai rien en disant que certains des États, je dis bien certains, voire tous, je dirais pour être plus honnête, tous les États de la sous-région ont internalisé ce code CEMAC. Mais on observe à la réalité que tous les États ne publient pas les contrats. Alors, on a des textes qui disent qu'il faut publier les contrats, les États les ont adoptés, mais dans les faits, tous les contrats ne sont pas publiés. Et quand bien même, on a des États qui publient les contrats, sur le plan quantitatif, tous ne sont pas publiés. Alors qu'il y a des États même qui ne publient rien. C'est le cas du Cameroun, pour ne citer que celui-là. A contrario, vous avez des pays comme la RDC qui publient quand même certains contrats. Des pays comme le Congo qui publient quand même certains contrats. Le Tchad qui publie quand même certains contrats. Alors, il se pose la question du critère quantitatif, du nombre de contrats publiés, mais aussi le critère qualitatif. Et là, lorsqu'on parle du critère qualitatif, on ne regarde plus seulement le contrat, le document contractuel entre l'investisseur et l'État, mais on regarde également d'autres aspects de ce contrat, d'autres documents annexes
sociaux, les cahiers de charges, qui sont du point de vue qualitatif très importants. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les États sont volontaires pour qu'on ait plus de transparence dans le secteur des industries extractives en zone CEMAC? Alors, les États ont adhéré volontairement de la sous-région. CEMAC ont adhéré volontairement à l'ITIE. Les États ont souverainement internalisé le code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Alors, en se basant sur ces deux éléments-là, je dirais oui. Les États ont fait preuve de volonté politique en matière de transparence dans la gestion des finances publiques, en matière de transparence des contrats. Mais seulement, il faut franchir le pas. Il faut quitter de la parole aux actes. Il faut concrétiser ces actes politiques de telle manière à ce que le citoyen lambda puisse accéder librement et facilement à des contrats, mais également à tous les documents annexes qui lui permettraient de jouer son rôle de citoyen, c'est-à-dire à travers des revendications sociales, à travers un discours, à travers un plaidoyer. Alors, oui, il y a la volonté politique, mais il manque encore que cette volonté politique se traduise par des faits concrets. Oui, finalement, la volonté politique est engagée par les exécutifs. Est-ce qu'au cours de cette étude, vous avez eu à peu près la perception des représentants des peuples, comme les parlementaires? Qu'est-ce qu'eux, ils pensent de ça? Finalement, ils doivent défendre les intérêts des peuples. Est-ce qu'ils se mettent en tête qu'il faudrait qu'ils aient le maximum d'informations pour valider des lois minières ou les invalider? Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe dans cette sous-région? Alors, je dirais déjà que notre travail a relevé que les parlementaires, eux aussi, sont demandeurs de l'information. Parce que comme vous le savez, le parlementaire représente le peuple. Et celui-ci, pour mieux revendiquer les droits de ses citoyens, a besoin de ces contrats. Mais seulement, eux aussi sont butés à la non-disponibilité ou alors à la non-accessibilité de ces contrats. Maintenant, sous votre question, il y a une question sous-jacente, c'est celle relative à la négociation des contrats. Est-ce que les parlementaires participent à la négociation des contrats? Non. Donc, les parlementaires n'interviennent pas à la négociation des contrats, mais les parlementaires interviennent lorsque des lois minières, pétrolières ou gazières sont votées. Et à ce moment-là, ils devraient, et ça nous les encourageons, à jouer davantage leur rôle, à être plus regardants et de manière à ce que les lois qui sont votées puissent véritablement contribuer à rendre les volontés politiques des choses réelles sur le terrain. C'est-à-dire qu'on passe des discours politiques, mais à des actes concrets, à travers la prise de décrets, d'arrêtés et d'autres textes qui permettraient de transformer ces lois-là en textes d'application. Eric, merci pour ce point de vue. Je rappelle que nous parlons de la transparence des contrats en zone CEMAC et avec une corrélation pour les questions de propriété réelle, parce que c'est important de savoir qui sont les responsables de tout ce que nous subissons comme passifs environnementaux ou alors comme flux financiers illicites, mais aussi des questions de transparence pour savoir comment est-ce que notre argent circule, l'argent de notre ressource circule. Si vous aviez une recommandation forte à faire à l'endroit non pas seulement des gouvernements de la sous-région dont vous êtes le coordonnateur pour Publish What You Pay, publier ce que vous voulez, la coalition, si vous aviez des recommandations fortes à faire à l'endroit de tous les pays africains où la ressource minière est importante pour la survie des pays, surtout en cette période de Covid, en cette période d'inondation à Dakar, à Abidjan, à Douala, à Mauritanie, au Niger, qu'est-ce que vous leur diriez sur les questions de transparence dans les contrats qui les lient pour ce qui est de l'exploitation minière? Je dirais aux dirigeants de publier les contrats parce que il y va de leur intérêt. Parce que la non-publication des contrats contribue à créer un climat de suspicion à la base. Et
ces suspicions peuvent entraîner des frustrations et qui sont mauvaises pour les États. Ces frustrations peuvent se manifester par des blocages de routes, par des mouvements d'humeur des populations et qui sont de nature à freiner l'activité économique. Et quand on sait qu'une journée où l'investisseur n'a pas pu travailler représente des pertes qui se chiffrent en milliards de francs CFA et que la plupart de nos États ont un système d'imposition qui se base sur le bénéfice, alors moins l'entreprise fait de bénéfices, moins l'État a la capacité de capter des revenus. Au final, l'État a intérêt à publier les contrats parce que ça participe à peser et à créer un climat sain autour des investissements. Et on le voit au Burkina Faso, au Niger, au Mali, où les peuples sont soulevés contre leurs États. On le voit aussi au Gabon, au Cameroun, en République du Congo. Merci Eric d'avoir participé à ce podcast. Nous reviendrons certainement pour détailler cette étude qui est très importante parce que, comme je le rappelle, la question de la transparence des contrats permet de corréler celle des propriétaires réels, mais aussi celle de la transparence dans les flux financiers qui circulent sur les ressources africaines. Merci d'avoir participé à ce podcast. C'est moi qui vous remercie. Merci Idriss. La deuxième actualité de ce mois d'octobre concerne le plaidoyer mené par plusieurs organisations de la société civile dans le monde et en Afrique qui consiste à demander aux gros pollueurs de payer pour les conséquences des changements climatiques qui subissent aujourd'hui de nombreux pays fragiles. Vous vous souvenez, il y a eu de grosses inondations à Dakar, au Sénégal, mais aussi en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, au Cameroun et en Somalie. C'est encore les budgets de ces pays-là, c'est encore les recettes fiscales de ces pays déjà fragilisés qui doivent encore supporter les conséquences d'une situation qui a été provoquée par des entreprises qui aujourd'hui ont bénéficié de cette vaste pollution. Younoussa Aboussouka est directeur de plaidoyer pour le Centre africain de plaidoyer, une ONG basée à Yaoundé au Cameroun et qui a participé à la campagne. Depuis Alexandrie en Égypte où il est basé actuellement, il a accepté de partager avec nous les détails de cette campagne. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui. Alors, Monsieur Younoussa, votre ONG, le Centre africain de plaidoyer qui est basé à Yaoundé au Cameroun, a rejoint un groupe d'organisations de la société civile africaine pour la campagne qui consiste à demander aux gros pollueurs de payer pour les dégâts que la planète subit en raison des changements climatiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'opportunité et la légitimité d'une telle initiative? Depuis des années, les peuples et les organisations du monde entier appellent à faire payer les industries polluantes pour les dégâts qu'elles ont sciemment causés et qu'elles continuent de causer. Mais les décideurs de tous bords se demandaient comment le faire, par quel mécanisme. Le lancement de cette initiative est une opportunité dans la mesure où elle coïncide avec celle de la feuille de route pour responsabiliser les grands pollueurs. Cette feuille de route a été publiée le 15 septembre 2020. Elle contient des directives à l'intention des décideurs et des mouvements de justice climatique qui précisent comment agir à 4 échelles différentes, internationales, nationales, locales et transversales. En ce qui concerne la légitimité, nous avons tous vu ce qui s'est passé récemment au Mozambique avec le cyclone Idai qui a causé plus de 1000 morts et des milliers de déplacés internes. En raison de l'inaction climatique, des nations entières, des milliards de vies et des moyens de subsistance sont directement menacés. Les travailleurs, les agriculteurs et les personnes à faible revenu sont en première ligne du changement climatique et sont exposés à des crises sociales et économiques. Dans le même temps, nombre de ces vies sont simultanément menacées par la pandémie de la COVID-19. Ces personnes ont des droits et ces droits ont été bafoués, notamment le droit à la santé, le droit à l'accès à l'eau, le droit à l'assainissement. Tous ces droits ont été bafoués à cause des changements climatiques. Alors, il est tout à fait légitime que nous réclamons que justice soit faite.
d'où la légitimité de cette campagne. Et nous, au Centre africain de plaidoyer, nous avons pour mission de mettre le peuple en avant. Alors nous allons nous donner les moyens nécessaires afin que justice soit rendue. Lorsqu'on parle des pollueurs, très souvent les gens ont du mal à percevoir qui ils sont. Alors, de votre point de vue, qui sont ces pollueurs à qui on demande des comptes aujourd'hui? Les pollueurs à qui on demande des comptes aujourd'hui sont tout simplement les industries polluantes comme les énergies fossiles, l'exploitation minière, les industries agroalimentaires qui continuent d'alimenter la crise climatique dans le monde entier. Elles engrangent des profits conséquents tout en ayant pleinement conscience du caractère néfaste de leur activité et en faisant peser sur les communautés du monde entier, en particulier celles du Sud, les coûts sociaux, environnementaux et économiques d'une catastrophe climatique. Derrière ces grandes entreprises, il existe un vaste réseau de financement et la question qu'on se pose souvent, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps d'interroger le système financier, de même que le système des audits qui pendant des années a occulté complètement l'agression sur l'environnement au profit uniquement de la rentabilité. J'aimerais d'abord souligner que le système financier continue jusqu'à présent d'alimenter la crise climatique d'une façon ou d'une autre. Par exemple, depuis l'accord de Paris en 2015 jusqu'à aujourd'hui, les plus grandes banques d'investissement du monde ont fourni plus de 700 milliards de dollars de financement aux sociétés d'énergie fossile qui se développent le plus activement dans de nouveaux projets de charbon, de pétrole et de gaz. Ce constat alarmiste démontre l'impact négatif des investissements bancaires pour l'environnement et le réchauffement climatique. Personnellement, je pense que si nous mettons de l'argent au bon endroit, nous pouvons gérer les risques climatiques et disposer d'un système énergétique beaucoup plus moderne, plus propre et plus sûr pour les générations futures. Mais si nous continuons dans cette lancée, nous nous enfermerons dans un système énergétique plus sale, ce qui rendra beaucoup plus difficile l'atteinte de nos objectifs pour le développement durable. J'aimerais également souligner que les médias jouent également un rôle très important dans cette crise climatique. Aujourd'hui, il y a certains médias qui ont déjà pris position afin de ne plus recevoir des subventions ou des financements des compagnies pétrolières. Alors, je pense que les banques également devront en faire de même afin de sauver la planète. Quel est l'agenda du Centre africain pour le plaidoyer dans ce processus? Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Et quelles sont les grandes lignes de vos interventions? Monsieur Idriss, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord préciser que cette campagne est une initiative africaine avec plusieurs organisations de la société civile à travers le continent. Ce n'est pas une initiative du Centre africain de plaidoyer uniquement. Nous menons donc nos actions de façon coordonnée et suivant un planning défini. Ceci dit, la prochaine étape dans cette campagne est la rencontre avec les autorités camerounaises afin de leur présenter la feuille de route et voir dans quelle mesure, si nécessaire, on pourra aider le gouvernement à non seulement s'approprier du document, mais aussi de sa mise en application pour le bien de tous les Camerounais. La dernière articulation de ce podcast, et qui n'est pas des moindres, c'est la sortie du rapport de la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, qui a abordé la question des flux financiers illicites et le développement en Afrique. On apprend que 89 milliards de dollars ont quitté en moyenne l'Afrique chaque année entre 2013 et 2015. Une somme qui aurait servi de base pour une imposition optimale, qui aurait permis de financer le développement de l'Afrique et qui est aujourd'hui logée en dehors du continent. Komitsou est économiste du Togo, il travaille pour la CNUSED, il a travaillé sur le rapport qui est aujourd'hui publié. Il a accepté de discuter avec nous de quelques points. Écoutez l'entretien que nous avons eu avec lui. Monsieur Komitsou, vous êtes économiste originaire du Togo et vous avez travaillé sur le dernier rapport de la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, une institution pour laquelle vous travaillez notamment dans le hub africain, et son dernier rapport sur le développement mentionne des fuites illicites de capitaux de l'ordre de près de 89 milliards de dollars en moyenne que l'Afrique aurait perdu entre 2013 et 2015. La question que je veux vous poser, c'est
qui sont les visages, qui sont les acteurs de ces flux financiers illicites? Est-ce qu'on peut les identifier? La question de savoir qui sont les responsables des flux financiers illicites reste quand même très pertinente. Autant les acteurs internes au niveau des pays qu'externes, qu'ils soient actifs ou qu'ils soient passifs, ont leur part de responsabilité. Comme vous le savez, les flux financiers illicites revêtent un caractère multidimensionnel et transnational, étant donné qu'ils ont des origines et des pays de destination. Les acteurs publics et les acteurs privés, tels que les entreprises multinationales et certaines personnes à fortune élevée, ainsi que les juridictions impliquées dans les pratiques favorisant ces flux illicites, doivent prendre leurs responsabilités et combattre ce fléau. Au niveau national, il y a un certain nombre d'éléments qui favorisent ces flux financiers illicites. Ce sont notamment les réglementations inadéquates du système financier, la mauvaise gouvernance et la médiocre qualité des institutions, ainsi bien évidemment qu'une forte dépendance à l'égard des exportations de matières premières. Au niveau international, les flux financiers illicites sont favorisés par un certain nombre de facteurs tels que les mécanismes de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et d'évasion fiscale. Certains les considèrent comme optimisation fiscale, mais tous ces mécanismes-là sont facilités par certaines institutions financières et non financières qui dans ce contexte-là, deviennent aussi responsables de ces flux financiers, en partie responsables, d'après ce que nous pensons. Mais il faut aussi noter quand même que il y a parmi certains acteurs publics et privés de bonne volonté, surtout les organisations de société civile, à l'échelle nationale et internationale, qui ont pris conscience du fléau et participent activement donc à la lutte des flux financiers illicites à travers notamment les initiatives en faveur de la justice sociale, entre autres. Bien sûr, ces organisations de société civile ont révélé de nombreuses affaires de flux financiers illicites, sensibilisé l'opinion publique et continuent par faire pression en faveur d'un réexamen des pratiques préjudiciables. Alors, comment êtes-vous parvenu à établir cette statistique dans une région africaine où l'opacité et le manque de transparence semblent être la règle et où les données statistiques sont parfois difficiles à collecter? Concernant la question sur nos estimations, qui sont d'environ 89 milliards de dollars qui quittent l'Afrique chaque année en termes de fuites illicites de capitaux, votre question était de savoir comment est-ce qu'on arrivait à trouver ces chiffres dans une région où le secret est largement la règle et les statistiques difficiles à obtenir. C'est vrai, les flux financiers illicites sont de nature clandestine. Il est donc difficile de les mesurer. Toutefois, il existe une panoplie d'outils analytiques qui permettent d'estimer ces flux-là. Nos estimations de 88,6 milliards de dollars qui quittent l'Afrique chaque année sous forme de fuites illicites de capitaux sont basées sur une approche et des données utilisant le poste résiduel dans la balance des paiements développé par professeur Léonce Ndikoumana, qui est un éminent économiste africain dans le domaine. Cette approche lie les flux de fuites illicites de capitaux aux écarts entre les flux entrants de devises étrangères et leurs emplois officiellement comptabilisés. Donc, les flux illicites de capitaux sont, dans ce sens, les sorties de ressources financières qui ne sont pas officiellement comptabilisées. Il faut toutefois signaler que l'ampleur des flux financiers illicites ne pourrait être restreinte aux seules fuites illicites de capitaux, mais que ces derniers permettent d'en avoir une idée.
Bien évidemment, nous avons également estimé les flux financiers illicites sortants liés à la fausse facturation des exportations de produits extractifs. Le chiffre que nous avons obtenu, c'est plus de 40 milliards de dollars. Bien évidemment, ces chiffres de flux financiers illicites liés à la fausse facturation sont obtenus à travers une approche communément appelée méthode de l'écart entre les données miroirs du commerce bilatéral. Cette approche consiste à comparer donc la valeur déclarée des exportations d'un pays A vers un pays B à la valeur déclarée des importations du pays B en provenance de ce même pays A. Donc, après ajustement, notamment des coûts de transport et d'assurance, on peut induire le montant de la fausse facturation dans le commerce international à partir de l'écart calculé entre ces statistiques. Bien évidemment, ces différentes méthodes d'estimation des composants de flux financiers illicites présentent un certain nombre de limites inhérentes, par exemple, à la qualité et à la disponibilité des données statistiques exhaustives et fiables, entre autres. Toutefois, ces méthodes restent quand même de rigoureux instruments analytiques pour dégager des estimations sur l'ampleur et l'impact des flux financiers illicites. Merci. Merci, Monsieur Komitsou. Je rappelle que votre rapport est sorti presque en même temps qu'un autre rapport sur le sujet publié au Cameroun par l'ONG locale qu'on appelle le CRADEC. Et ils ont estimé dans leurs documents que le Cameroun, dans les flux illicites, les flux financiers illicites, aurait perdu l'équivalent de 31,5 milliards de dollars en 10 ans, entre 2008 et 2018. Et ils sont partis sur la base d'une méthodologie analogue. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast pour ce mois d'octobre. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Mais aussi, vous pouvez nous écouter sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, vous pouvez y aller, vous allez retrouver le podcast en écoute. Mais n'hésitez pas aussi de visiter notre page de podcast qui s'appelle taxcast.net. Et aussi, vous pouvez interagir avec nous en allant sur notre page Twitter, impotsocial, #impotsocial.com, ou alors aller sur notre page de Facebook, Impôts et Justice Sociale. Et enfin, vous pouvez nous écrire à l'adresse impôts avec s-8 social@outlook.fr. Voilà, c'est la fin pour cette édition. Nous allons nous reprendre pour une prochaine édition. Nous parlerons certainement de la dernière révélation du consortium international des journalistes d'investigation qui nous apprend que durant une certaine période, près de 2000 milliards de dollars de transactions suspectes ont été effectuées dans le monde. La part de l'Afrique n'est pas négligeable. Nous allons revenir avec des experts qui pourront nous donner plus de détails sur ce sujet-là. Mais d'ici là, le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde. Continuez de vous protéger, mais aussi continuez de surveiller ce que font vos gouvernements, s'ils prennent bien en charge les personnes qui sont victimes de la situation. Et en attendant, lavez-vous les mains, respectez la distanciation sociale, portez des masques. Au revoir et à la prochaine.